J'ai l'honneur et puis la difficile tâche de finir ces 2 jours qui ont été très riches pour moi, donc j'espère aussi pour vous. Ce que je vais vous montrer, il y aura pas mal de choses qu'on a déjà dit, donc ça confirmera. Donc l'idée, surtout, le message que je voudrais faire passer sur ma présentation, c'est de voir les complémentarités entre modèles et puis big data, surtout avec l'apparition donc massive des microcapteurs. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs types de microcapteurs, qu'il y avait des microcapteurs mobiles, des fixes, des personnels, des microcapteurs qui étaient des appareils qui pourraient se rassembler à des appareils de référence très chers, d'autres qui sont de moins bonne qualité, etc. Donc on comprend bien quand même qu'on va avoir de toutes les façons une profusion de ces données et qu'il va falloir effectivement faire des choses avec. Alors, le débat très souvent qu'on entend, c'est de dire on n'aura plus besoin de la modélisation puisqu'on aura l'information partout. Alors, je ne pense pas. Donc, donc il y a quand même des places pour la modélisation qui seront de toutes les façons obligatoires. Donc, la qualité des données, on vient d'en parler. De traiter des scénarios, donc dire si on modifie la ville comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on interdit la circulation sur le périph', qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on n'a pas encore de big data avec les rives de Seine coupées. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et puis le forecast. Donc qu'est-ce qui va se passer demain? Là aussi, c'est difficile. Alors je sais qu'avec le big data, c'est une baguette magique qui peut faire beaucoup de choses, mais je pense quand même que si on sait qu'il y a un orage qui arrive demain, ou si on ne sait pas qu'il y a un orage qui arrive demain, c'est mieux de le savoir. Voilà. Donc du coup, ce que je vais vous montrer, c'est l'usage donc des bénéfices, enfin des synergies possibles entre les modèles et donc les données. Alors on en a parlé, hein, c'est l'aspect cross-référence, cross-fertilisation des informations entre le modèle et les données. La nécessité d'essayer de produire la meilleure carte possible, comment je peux produire la meilleure carte possible, et puis ensuite, comment les données d'aujourd'hui ou des données passées peuvent m'améliorer ma prévision pour demain ou pour les jours qui viennent. Alors, très rapidement, c'est pas un scoop, donc les modèles et les données, c'est une longue histoire d'amour. Donc, je vous montrerai juste quelques exemples du passé pour vous montrer que c'est quand même des choses qui existent et sur lesquelles on travaille déjà depuis très longtemps. Et ensuite, je parlerai de ce qu'on appelle la modélisation haute résolution. Donc, comment peut-on faire un modèle avec une résolution de 2 mètres sur tout Paris? Donc, c'est ce que je vais vous montrer. D'abord, qu'est-ce que c'est que la haute résolution en qualité de l'air? Pourquoi faut-il faire de la haute résolution? Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce qu'on perd notre temps? Est-ce qu'on perd notre argent à essayer de faire de la haute résolution ou pas? Comment on peut le faire? Donc, c'est très long. Je vous donnerai juste quelques éclairages, évidemment. Et puis, je terminerai sur une expérience récente. Donc, on fait un proof of concept avec Valeo, qui, je ne pourrais pas vous en montrer grand-chose, mais j'espère vous en montrer quand même des petites choses sur justement comment on pourrait bénéficier d'une flotte de véhicules qui circulent avec des microcapteurs communicants. Alors très rapidement, donc là c'est un exemple de land use régression, donc on en a parlé hier. Donc, la dame de l'INRIS en a un peu parlé. Donc, nous, on trouve que ce sont des méthodes qui marchent bien. Alors là, ce ne sont pas des microcapteurs, c'est peut-être des microcapteurs du passé, ça s'appelait des tubes à diffusion. Et donc, ce sont des tubes de NO2 qui ont été faits sur la ville de Milan. Et grâce à ces tubes, on peut recréer des cartes avec cette méthode qui, justement, alors, qui se différencie un peu du crigeage ou des variogrammes qu'on a vu hier. On recherche plus des structures entre occupation des sols qu'entre distances ou que des structures spatiales. Donc typiquement, rien ne ressemble plus à un point du périphérique qu'à un autre point du périphérique, même s'il est à plusieurs dizaines de kilomètres de là où il est. Donc c'est bien le fait qu'on est sur le périphérique qui donne l'information pertinente.
Une autre utilisation, donc ici c'est Random Forest qui a été utilisé pour pouvoir downscaler les cartes. Donc vous avez une carte à gauche 5 km pour des problèmes de santé, on a un peu parlé ce matin aussi. Donc les gens avaient besoin d'une carte de meilleure résolution sur toute l'Italie. Et donc Arianet, qui est notre filiale italienne, s'était proposé de faire ce travail donc grâce à des méthodes statistiques. Donc on récupère les champs calculés, donc les champs calculés par le modèle photochimique FARM en haut, l'ensemble des stations du territoire italien. On met tout ça dans la moulinette et on obtient donc une carte au kilomètre, donc avec une haute résolution qui à la fois honore les mesures et qui honore les grosses structures qui ont été calculées par le modèle. Voilà, juste une illustration également sur la façon dont les données peuvent corriger les cartes. Donc en haut, ce sont des méthodes assez classiques pour corriger des cartes pour qu'elles correspondent donc aux mesures. Quand on publie tous les réseaux le savent, quand on publie des cartes, il faut que la carte respecte les mesures qui ont été faites. Donc on va corriger les cartes pour qu'elles respectent au maximum les mesures. En dessous, vous avez donc un exemple de fil de Kalman pour améliorer la prévision. Donc, je pense que voilà, donc ici, en rouge, c'est la prévision brute qui sort du modèle. Les petits points, ce sont les mesures. Et donc, en utilisant le fil de Kalman, on arrive à reconstituer beaucoup mieux les mesures qui seront vues. Voilà, alors très rapidement, je vais vous montrer, bon, pour les gens qui ne l'ont pas déjà vu, je ne la passerai pas entièrement parce qu'elle est un peu longue, mais je pense que c'est une bonne illustration. Voilà. Une bonne illustration de ce que c'est que la haute résolution. Donc, dans cette haute résolution, on va pouvoir mettre tous les bâtiments, enfin toutes les informations dont on connaît sur Paris, l'occupation donc géographique, les bâtiments, on peut même mettre les arbres. Alors, c'est pas dans toutes les versions, mais dans certaines versions, on pourra mettre les arbres qui seront pour nous des mailles poreuses. Et suivant la saison, la porosité va changer. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la distribution dans une ville, évidemment, est loin d'être homogène, ça vous le saviez, mais donc d'un trottoir à l'autre, d'une rue à l'autre, les concentrations peuvent être très différentes. Donc là, vous voyez les stations donc, de référence d'AirParif qui nous permettent de vérifier si le modèle est correct ou pas. Donc, mais je vous rappelle que là, il est utilisé en prévision, c'est-à-dire qu'il va tourner la nuit et il va fournir donc une prévision pour les 24 heures qui arrivent. Je vais, bien qu'elle soit jolie, je vais l'arrêter. Voilà, donc on ne l'a pas fait que sur Paris. Ça, ici, c'est un peu le même travail, mais fait sur Milan. En passant, donc je vous montrerai, donc, vous voyez la grille qui est à droite. Comment fait-on ce genre de calcul qui nécessite effectivement de grosses ressources calcul? On va paralléliser. Donc chaque carreau, chaque tuile ici va être donné à traiter à N processeurs. Donc si vous avez un calculateur avec beaucoup de processeurs, vous pourrez aller très vite parce que donc, le calcul se fera en parallèle. Donc les méthodes utilisées sont des méthodes ici de Lagrangienne qui se parallélisent très bien. Et donc même donc on peut utiliser plusieurs milliers de processeurs et on continue à avoir de bonnes performances en spin-up du temps calcul, en amélioration du temps calcul. Donc là, ce que vous voyez, ce sont donc un instant donné sur la ville de Milan. Après, je dois avoir plutôt une animation temporelle donc sur le quartier central de Milan. Vous avez heure par heure la concentration qui joue. Et c'est aussi un champ 3D. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour arriver à ce genre de carte, on a besoin de tous les paramètres météorologiques. Donc, on va recalculer le vent principalement, la turbulence. On peut aussi avoir donc, la température, l'humidité. Et donc, du coup, ça devient aussi un outil qui peut aller au-delà de la qualité de l'air, mais un vrai outil de confort où on peut imaginer des indices de confort qui mettent ensemble donc, tous ces paramètres et suivre ces indices de confort dans la vision de la ville durable.
Alors, très rapidement, pourquoi faire ce genre de modélisation? Alors, on a parlé de prévision. Là, je vais plutôt vous montrer des exemples de scénarios. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on introduit massivement des véhicules électriques en ville? Donc, ça a été fait sur Rome. C'était une étude pour Renault. Donc, là, c'est intéressant de voir très localement quelles vont être les différences. Donc, on a fait le calcul évidemment localement et aussi régionalement, sachant que les centrales thermiques qui devront alimenter ces voitures devront évidemment produire un peu plus de courant. Alors là, c'est l'exemple typique de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire donc la ville de Wuhan était. Donc là, c'est le planning, c'est l'urban planning, donc l'agence d'urbanisation de la ville qui nous a demandé de faire ces calculs pour avoir des indicateurs. Ils voulaient donc principalement lutter contre les îlots de chaleur et les hotspots de pollution qui sont souvent liés. Si les calories ne se dissipent pas, les polluants ne vont pas se dissiper non plus, et donc on va retrouver aux mêmes endroits donc les endroits donc chaud et pollué. Donc, Wuhan est une ville de l'intérieur en Chine qui n'a pas beaucoup de vent. Donc, l'idée, c'était de voir est-ce qu'on ne peut pas faire un urbanisme, développer donc la ville de telle sorte qu'on récupère au maximum la ventilation naturelle. Alors, ça a été fait donc à l'échelle de la ville et aussi à l'échelle du quartier. Donc, c'est un nouveau quartier qui doit se faire. On peut imaginer de voir est-ce qu'il vaut mieux faire plusieurs grandes tours, plusieurs grandes barres, comment les mettre, est-ce qu'il faut plutôt que ce soit nord-sud, sud-nord, etc. Et grâce à cette modélisation, on aura les informations sur le confort, sur les îlots de chaleur et les îlots, voilà. Donc, autre application, donc on en a déjà un peu parlé, et il y a de plus en plus de ce genre d'application. Votre GPS actuellement vous donne le temps le plus court en temps ou le plus court en kilomètres. Vous aurez aussi le chemin de moindre exposition. Donc, si on a effectivement un code à très haute résolution, c'est très facile de faire ce genre de calcul. Voilà, donc une autre application qui est industrialisée, qui tourne sur pas mal de sites donc Suez, c'est donc l'idée de pouvoir justement calculer donc des zones donc d'odeurs, donc comment se propagent des odeurs autour d'un site. Donc le problème, c'est de savoir combien d'odeurs sort du site. Donc pour ça, on va installer donc sur le site un grand nombre de capteurs. Donc chaque bulle bleue ici est un capteur. Et on va, grâce à une modélisation très fine du site, faire du remonté au terme source. Et on va donc pouvoir recalculer les quantités d'odeurs qui sortent des différentes sources identifiées. Voilà, donc là, c'est un exemple de calcul une fois que ça a été identifié. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire il y a vraiment un intérêt à faire de la haute résolution et que j'espère qu'on ne perd pas notre temps si on en fait. Alors la haute résolution, évidemment, n'est pas à découpler du reste, c'est complètement clair, ça a été dit aussi hier par Total, on ne peut pas considérer que Paris est complètement isolé du reste du monde et il faut effectivement travailler sur toutes les échelles. Alors sur la grande échelle, Copernicus commence à s'imposer, donc avec des résultats qui peuvent être discutables, comme on a entendu, mais bon, nous, au moins sur l'Europe, on a une très bonne résolution et nos premières expériences sont plutôt concluantes. Alors, comment on fait pour ce genre de modèle? Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il existe 3 grandes familles de modèles. Les modèles eulériens, les modèles lagrangiens et les modèles gaussiens, avec 3 illustrations. Donc, là, dans l'ordre, vous avez une sortie du code Saturne, qui est un code CFD complet. Vous avez le code PMSS, qui est le code que nous faisons tourner sur Paris, qui est un CFD très simplifié et qui a un mode de dispersion lagrangien. Donc, chaque source est représentée par un très grand nombre de particules, de fausses particules numériques qu'on suit dans son trajet. Et à droite, c'est une sortie de Cyrane, donc un code gaussien. Alors, on a un peu parlé de l'effet canyon pour vous montrer que l'hétérogénéité spatiale peut être très importante et même dans une rue. Donc, l'idée de représentativité peut être il faut vraiment faire attention. Là, à droite, vous avez l'effet canyon donc classique.
Mais il faut savoir que le long d'une rue, l'effet canyon peut apparaître ou ne pas apparaître suivant la géométrie réelle 3D de la rue. Donc cette animation vous montre que des fois on voit l'effet canyon, des fois on ne le voit pas. Donc les modèles simples qui vont taguer sur toute la rue l'effet canyon risquent de se tromper si le senseur, si le capteur n'est pas à l'endroit où l'effet canyon apparaît correctement. Voilà, je vais avancer, je vois que le temps tourne. Donc très rapidement, donc, ici je mets les entrées du modèle. Sur Paris par exemple, ça va être la topographie, les bâtiments, toutes les voies, ici les arbres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les sorties du modèle d'AirCity vont contenir toutes ces informations. Donc, quand le big data va essayer de chercher quels sont les bons précurseurs, quelles sont les bonnes variables explicatives, s'il prend déjà les données du modèle, il part avec une sacrée avance, puisque ces modèles-là incorporent un très grand nombre d'informations qui sont importantes pour la dispersion et pour la pollution de l'air. Je vais passer assez vite. Je vais juste vous montrer une application assez récente. Donc, pour les gens qui le connaissent, c'est Jacques Moussafir, donc mon associé et président d'Area Technologies, qui est avec Macron, et puis Monsieur Aschenbaugh, qui est le PDG de Valeo. Donc, sur sa conférence de presse au dernier mondial de l'automobile, il a effectivement passé un quart d'heure à expliquer cette nouvelle application qui tourne sur Paris. Donc pour le moment, 20 véhicules ont été équipés de capteurs. Et donc les points bleus correspondent aux capteurs. L'idée ici, c'est qu'on va toute la nuit faire une prévision sur l'ensemble de Paris. Et ensuite, on va corriger localement les données en fonction des informations qui arrivent. Donc si on n'a aucune information qui arrive, la prévision reste inchangée. Si on a beaucoup d'informations, ils peuvent être changés. Alors c'est un travail qui vient d'être entamé. Donc la manip existe. Les 27 véhicules circulent en ce moment. Si on a un peu de temps, je pourrais vous montrer le site. Donc on voit, généralement, il y a 5 ou 6 véhicules qu'on arrive à repérer assez facilement sur la carte. Pour le moment, on est dans la phase où on emmagasine les données pour trouver les meilleures façons d'assimiler ces données. Donc il y en a plusieurs qui sont testées en temps réel et d'autres sur lesquelles on travaille. Donc il y a une thèse qui est en cours. Là, c'est juste 2 transparents que j'ai pris parce qu'il y avait une question, je crois, qui avait été posée hier. Quel est le bon nombre de véhicules qu'il faut faire circuler? Donc, la personne qui s'occupe de ce travail avait essayé de répondre à cette question sans prendre trop de temps. On part d'une carte qu'on suppose parfaite, qu'on détériore. Donc, c'est pour ça qu'on a les 2 distributions qui sont sur ce dessin. Et on se pose la question, donc combien de véhicules avec des capteurs parfaits faut-il faire circuler pour retrouver la carte initiale? Bon, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais vous comprenez que suivant effectivement l'erreur initiale du modèle qu'on a introduit, 20%, 50% ou 100%, suivant donc le degré de confiance, il va falloir faire tourner plus ou moins de voitures. Donc les serres correspondent à des niveaux à de nombre de véhicules. Et donc voilà, donc typiquement, en dessous de 17 véhicules pour l'hypercentre de Paris, ça semble être difficile si on croit à cette simulation. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc, pour le moment, 2 types d'assimilation des données sont faits dans ce modèle. Le premier, c'est classique, c'est-à-dire qu'on essaye de comparer par rapport aux stations fixes d'Air Paris et par rapport aux microcapteurs, si on y croit. Enfin, mais on a des premiers résultats qui sont assez encourageants. Donc, je ne peux pas vous les montrer, mais j'espère qu'on pourra bientôt les montrer et qui permettent quand même de voir pas mal de choses. Et puis le rafraîchissement qui est en temps réel, donc qu'on peut voir sur le site et qui permet donc voilà. Donc d'un point de vue structure, donc le code de prévision tourne sur Calmip pour ceux qui connaissent. Donc c'est un HPC à Toulouse. Et les prévisions sont disponibles et ensuite sur Amazon, donc sur le cloud, le rafraîchissement est fait donc toutes les 5 minutes. Voilà. Donc j'arrive à la conclusion. Donc, bon, j'avais fait une conclusion un peu en
reprenant un peu ce qu'on avait dit, moi, ce que j'aimerais plutôt conclure, en fait, sur la dernière, enfin, les quelques remarques sur la présentation de ce matin, et en particulier la dernière présentation, avec peut-être une réflexion un peu générale, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on attendait peut-être des scientifiques et la solution, et puis on pensait que dans leur laboratoire, ils pourraient inventer la solution miracle et qu'ils arriveraient à sauver le monde. Donc, et peut-être pour l'observation de la planète, on attendait beaucoup des satellites et des moyens donc très chers et très sophistiqués. Et finalement, ce matin, on se posait la question plutôt inverse. Qu'est-ce que le commun des mortels, même celui qui a peut-être juste un iPhone ou même pas un iPhone, peut apporter à la science et peut apporter aux chercheurs. Donc je pense que c'est une bonne façon de retourner le paradigme et qui est assez intéressante. Et j'espère que tout ce travail pourrait permettre effectivement, en fait, de rendre concordant, de faire que l'approche de par le haut et par le bas se rejoigne. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Donc, si on veut rester dans les temps pour la suite, on a le temps pour une question ou vraiment deux petites questions. Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci pour la présentation. J'avais juste une question. Quand vous nous montrez les modèles en 3D avec le vent, quels sont les capteurs que vous utilisez? Est-ce que c'est des capteurs de stations météo fixes? Et combien il y en a pour faire la modélisation en 3D des champs de vent? Non, alors, donc pour le champ de vent que vous avez vu, c'est un champ de vent qui est calculé, c'est un peu prévision. Donc prévision, vous oubliez les capteurs, il n'y en a pas. Donc ce qu'on fait, alors, évidemment, on peut pas ne partir de rien. Donc là, on part des vertical WRF. Alors dans notre jargon, le WRF, c'est quoi? C'est un modèle méso-échelle qu'on fait tourner sur des prévisions météorologiques internationales. On pourrait utiliser les données Météo France si on les avait aussi, mais là, on utilise les données américaines en fait. Et donc du coup, on récupère les verticales prévues sur Paris par le modèle américain, qu'on adapte avec un modèle de CFD simplifié dont je vous ai parlé, pour avoir un champ de vent complet. Et pour la dispersion, donc on préfère effectivement utiliser des codes de calcul vraiment 3D parce que on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir je pourrais vous montrer des tas d'exemples où les modèles simples évidemment ne conviennent pas. Le monde n'est pas gaussien, le monde n'est pas et voilà, donc c'est pour répondre. Et donc d'où l'importance d'avoir un champ de vent 3D et un champ de turbulence 3D au moins. Je poursuis la question. Est-ce que vous avez prévu l'étape d'après, qui est justement, connaissant le modèle de prévision, d'avoir la possibilité également de faire de l'assimilation en faisant des mesures sur... Oui, c'est exactement ce que je m'excuse parce que c'est exactement ce que j'essayais de montrer. Donc sur Valeo, c'est exactement ça. Donc on part de la prévision et grâce au capteur, on met à jour toutes les 5 minutes la prévision qui a été faite. J'ai cru comprendre que vous ne parliez que de prévision à l'heure actuelle. Non. Alors, la prévision, c'est l'ébauche de départ. Donc l'ébauche de départ, c'est bien la prévision. Mais les véhicules, les points bleus que vous avez vus sur la carte, c'est bien les capteurs qui circulent en ce moment. Y compris pour le champ de vent, c'est ça que je... Oui, effectivement. C'était ma question. Effectivement. Non, vous avez raison, le champ de vent n'est pas modifié. On considère que le champ de vent est bon. Mais on pense quand même que le champ de vent, vous avez complètement raison, j'étais resté sur les concentrations, mais on pense que le champ de vent, il est sûrement pas idéal, mais il est quand même mieux que de considérer qu'on est en pleine Beauce, quoi. Donc qu'il est uniforme, comme on voit sur beaucoup de modélisations, le même vent uniforme partout sur tout Paris. Bon, c'est peut-être pas si vrai sur les quais, etc. Dernière petite question. Juste ici, par curiosité sur la dernière expérience à Paris, sur quel type de véhicules sont montés les capteurs? Alors, les capteurs sont montés sur des taxis, sur une flotte de taxis, des G7, et il y a, je crois, quelques ambulances aussi, et ça a été fait par Valeo. Donc il y a des capteurs de PM, de NO2, et d'ozone, oui, je crois que c'est tout, j'en oublie peut-être. Moteur thermique. Et SO2. Véhicule thermique. C'est des véhicules thermiques, mais c'est à l'avant.
hein, donc le pot d'échappement est à l'arrière. Mais il y a plein de problèmes, hein, donc on peut faire la liste des problèmes si vous voulez. Il y en a pas qui c'est pas le seul. Hein. Mais effectivement, ce sont des véhicules thermiques. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là avant de passer à la table ronde. On a terminé avec les présentations, donc je pense qu'on peut applaudir une nouvelle fois nos deux intervenants, ainsi que toutes les personnes. Merci aussi à toutes les personnes qui ont présenté leurs travaux durant ces 2 jours. Je profite du fait qu'on m'ait laissé la parole pour faire ma petite pub personnelle. Je suis en fin de postdoc actuellement, donc si vous êtes à la recherche d'un docteur en sciences de l'atmosphère et spécialiste des capteurs et des traitements multivariés, je serais ravi de vous laisser un CV. Vous pouvez contacter Benjamin ou Nathalie Redon pour avoir mes coordonnées. Merci.